Antonio est là pour nous parler surtout de son rôle en tant que, je dis, créateur, inventeur de la littérature italo-canadienne à Montréal. Et puis vous verrez finalement que aussi bien l'étiquette de littérature italo-canadienne que Montréal, ce sont des termes très imprécis pour définir ce qu'il a fait, mais j'espère que cela va émerger pendant notre discussion, notre conversation. Et puis, finalement, bien sûr, au centre de cette conversation, il y a son rôle en tant que poète et qu'écrivain, qu'intellectuel de cette littérature canadienne, italo-canadienne, qui s'est créée aux alentours des années 70. Alors là, moi, j'ai préparé aussi un petit PowerPoint, mais je vais partager mon écran tout à l'heure, parce qu'il y a des textes que j'aimerais qu'Antonio lise lui-même, parce que c'est toujours une émotion et une expérience particulière que ce soit l'écrivain qui lit, les textes. Donc, Antonio, là, tu es un jeune sorti diplômé à Montréal en 1978 et tu décides de fonder une maison d'édition. Tu es un jeune qui parle quelle langue, qui a fait quelles écoles et pourquoi finalement, parce que ça nous intéresse, pourquoi fonder une maison d'édition qui a été vraiment une maison d'édition qui a marqué le panorama québécois, une maison d'édition qui publie en 3 langues, donc qui introduit l'italien comme 3e langue dans le panorama québécois, parce que la maison d'édition a été fondée à Montréal, dans le panorama québécois de l'époque, où il y avait foncièrement un bilinguisme entre les francophones qui étaient un peu infériorisés et les anglophones. Antonio, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Quelle était ton idée? Maison d'édition qui existe encore, mais bon, qui a changé. Alors, oui, ok, donc je parle en français. Buongiorno a tutti. Voilà, je parle en français, je le dis en italien. Même ça, c'est moi. That's me. Dunque, j'ai fait des études, je n'ai étudié qu'en anglais. Donc, la langue française est une langue que j'ai apprise dans la rue, comme on dit ici. J'ai fait une maîtrise en sémiologie en 78. Et c'est la première fois que je rentrais dans le monde francophone. Mais moi, je suis anglophone, c'est-à-dire officiellement, parce que le Canada a 2 langues officielles, si on ne compte pas les langues amérindiennes. Donc, je ne connaissais rien de la littérature. Je vais écrire parfois des noms dans la chat en bas, des noms de gens comme ça. Ça va vous donner des idées. Parce que tout ce que je fais n'a pas été fait par moi seul. Hein. C'est très important de comprendre que ma vision a été beaucoup formée par mon amitié avec Gaston Miron, qui était un grand éditeur, poète aussi au Québec dans les années 50. Et il est devenu plus ou moins très près. Nous étions très près à un moment donné. Et il venait me voir à Rome lorsque j'habitais à Rome. Et Gaston Miron avait cette idée, comme lui était nationaliste. Moi, je ne suis pas nationaliste, mais lui, il était. Et il parlait de nous tout le temps. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était aider les autres. Et ça m'a beaucoup touché, cette vision que je ne vais pas penser à moi seulement, je vais publier d'autres personnes. Et il y a aussi une raison économique pour ça, que je vais pouvoir expliquer. Mais la personne qui m'a beaucoup aidé, c'est un Filippo Salvatore. C'était mon cousin, donc le nom est écrit dans le chat. Donc Filippo
mon cousin est arrivé de l'Italie, de Campobasso, à Montréal en 68. Et il avait 16 ans. Donc, il avait déjà fait des études en Italie. Et c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille en disant « We have to do something », parce qu'on se parlait en anglais. La langue italienne, je l'ai appris seulement en 84. Je parle que le dialecte. Et ça, je vais en parler plus tard. Je vais en parler comme maintenant. Donc, Filippo va mettre ça en tête qu'il faut faire des choses en groupe. C'est très important parce qu'à l'époque, il y avait surtout des journaux de langue italienne, mais qui n'étaient pas proprement dit intellectuels. J'utilise ce mot-là vraiment d'une façon affreuse, mais les gens racontaient ce qui se passait dans la ville de Montréal, en italien. On parlait de politique et il y avait de temps en temps des textes. Et Filippo a commencé à écrire dans ce journal. Et les gens qui écrivaient de la poésie, que ce soit en dialecte ou que ce soit en italien, pardon. Voilà, je m'excuse. C'est il bello della diretta. Alors, lorsque les gens publiaient, ils publiaient toujours seuls, ce qu'on appelle en anglais vanity press. Ils publiaient eux-mêmes, ils allaient chez l'imprimeur. Donc, il n'y avait pas vraiment une maison d'édition. Dans les années 70, c'est aussi au Canada la première fois que nous voyons beaucoup de création de maisons d'édition, les case editrici. Et c'est très important parce que dans les années 70, nous avons créé des maisons d'édition qui devenaient plus ou moins comme des chapelles intellectuelles. Et Filippo a été celui qui m'a poussé à dire, il faut créer cette chapelle. Mais là, il faut trouver des auteurs. Et il faut comprendre que je ne me considère pas encore italien. Je ne me considère pas du tout, je suis un anglophone qui habite dans l'est de Montréal, mais un anglophone, puisque les Italiens, pour la majorité des Italiens, ont pris une position anti-nationaliste québécoise et nous avons été à l'école anglaise. Ceux qui sont allés à l'école française, il y en a beaucoup, mais beaucoup moins que les Anglais, et moi, je fais partie des anglophones. Et Filippo fait partie des anglophones aussi, tandis qu'il y a dans ma famille des francophones. Et ça va créer deux visions différentes. Mais les francophones vont apprendre l'anglais, sauf exception. Et l'exception est importante. Même dans ma famille, donc, nous ne parlons pas toujours en anglais, nous ne parlons pas en italien, on parle en français. Donc, je suis ouvert à la culture française, mais la chose importante de ma vie, c'est que je vais rencontrer une dame qui va devenir mon épouse à l'époque, Carmen, qui, elle, va être la première à me dire « do it ». Créer une maison d'édition. Et j'ai créé une maison d'édition en 78 et j'ai publié les 2 premiers livres, Marco Fraticelli et moi-même. Je ne savais pas que Marco était italien. Il faut comprendre, hein, c'est assez incroyable comme histoire, mais c'est vrai. Il est mon voisin et je le publie et la maison d'édition existe. La maison d'édition n'est pas encore identifiée comme une maison italienne. Plus tard, je vais publier Filippo, Jane Dick, Richard Bouchou et Daniel Sloat. Et lentement, quand je vais aller vivre au Mexique, pour la première fois, des gens me disent « Tu no eres un gringo ». Tu n'es pas un Américain, North American, Américain du Nord. Et ça, c'est assez surprenant parce que personne ne m'avait jamais dit ça. Oui, on m'avait dit, on m'appelait WAP chez les Français ne nous aimaient pas, les Italiens. Et, mais jamais je me suis considéré autre. Et c'était vraiment au Mexique où les gens me disaient, mais tu n'es pas un Canadien, tu es autre chose. Mais là, j'ai 25 ans, je ne sais pas ce que ça veut dire être autre chose. Hein. Il faut comprendre, je suis dans l'ignorance totale de autre chose. Il n'y a pas la politique multiculturelle implantée. Nous sommes au Québec et le Québec
est très nationaliste à ce moment. Ça commence, il y a le FLQ qui va rentrer en 1970, qui va introduire, il y a le Parti québécois qui va rentrer, et là, tout d'un coup, il y a ce nationalisme français qui va prendre de l'essor. Et les francophones italiens font partie de ça. Et moi, j'en connais. Et évidemment, on s'entend puis on s'entend pas. Donc, il fallait comme un troisième terme. Et la culture italienne est rentrée de cette façon. Comme troisième terme, un genre de façon de faire le lien. Même pas faire de lien. C'est ça qui est intéressant. Ça crée une culture indépendante. Ni française, ni anglaise. Par contre, au Québec, c'est devenu très francophone chez les francophones. Mais en 1978, il y a un poète, Pier Giorgio Di Chico, qui va publier un livre important, une anthologie qui s'intitule Roman Candles, dans lequel nous allons trouver ce que lui considère des auteurs italiens canadiens, dans lesquels on retrouve des poètes comme Filippo, Mary Melfi. Et ça, c'est un coup incroyable parce que Pier Giorgio va introduire une notion de la culture italienne qui va demeurer assez importante longtemps. Et cette impression de la culture italienne va être un peu le miroir de la culture francophone italienne d'ici. Donc, à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'auteurs francophones d'origine italienne au Québec. Carole David n'a pas encore publié. François d'Apollonia, je pense, commence à publier des poèmes. Mario Campo commence aussi. Mais ces gens-là ne se disent pas italiens. Ils se disent vraiment francophones. Même Fulvio Caccia va être là. Je vais écrire Fulvio Caccia, Carole David, j'en mentionne comme ça. Donc, ce sont des gens que je côtoie et nous parlons de poésie, de quelque chose qui va naître. Et moi, étant pas nationaliste, donc je suis toujours le mouton noir. Je publie seulement en anglais, donc je décide de publier des Québécois traduits en français. Mais à un certain moment, lorsque je reviens du Mexique, et il y a en 1984, à Rome, la première rencontre d'auteurs italiens-canadiens. Et ça a été un moment tournant pour tout le monde parce que c'était la première fois qu'il y avait ce coming out, hein, comme on dit dans le monde homosexuel. On sort des gonds, on sort totalement du Canada et il y a maintenant pour la première fois, on se rencontre, on se connaît même pas, personne ne se connaît. Il y a le groupe de Vancouver, le groupe de Toronto, Montréal, Ottawa, et nous nous rencontrons et nous posons la question, mais qui sommes-nous? Et de là, je me suis dit, OK, j'ai pris des cours en italien, je tombe amoureux d'une Italienne, une Romaine, et ça c'est très important parce que c'est elle qui va m'introduire à la culture italienne, et ma vie va changer. Je vais totalement dédier la maison d'édition, mon travail, à la définition de ce qu'est la culture italienne. Revenons à l'idée première, que le Canada est bilingue, officiellement bilingue, c'est-à-dire il y a français et British, les Anglais. Il n'y a rien d'autre. Hein. Même si on parle de multiculturalisme, le multiculturalisme doit faire partie d'un genre un mouvement assimilatoire. Hein. C'est très curieux, mais tu as le droit d'être portugais, d'être n'importe quoi jusqu'à midi ou à minuit, mais après ça, minuit et 1, tu dois devenir canadien. Et moi, je suis le premier à dire non.
Et ça va créer beaucoup de problèmes parce que je décide de publier en italien et j'apprends qu'on n'a pas le droit de publier en italien. C'est-à-dire, on peut le publier, mais on n'a pas le droit de recevoir des subventions. Même si tu es citoyen canadien, ce n'est pas considéré un livre canadien. Et donc là commence une guerre. Malheureusement pour moi, parce qu'en faisant cette guerre, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Et la maison d'édition Guernica, qui était la mienne jusqu'à 2010, a dû se débattre sur tous les fronts pour définir cette culture italienne. Je me souviens dans les années 2000, vers 2010, j'ai rempli un formulaire d'écrivain et j'ai écrit italien-canadien et le gouvernement m'a répondu « cette identité n'existe pas ». Et là, jusqu'à aujourd'hui, nous n'existons pas. Alors, ça, c'est très important. La culture italienne-canadienne ou italienne-québécoise n'existe pas. Et donc, pourtant, Antonio, excuse-moi, je te non, coupe. Non, ben, vous pouvez me couper de poser des questions. Et pourtant, cette culture qui n'existe pas, finalement, arrive à fonder, comme tu l'as dit, il y a une maison d'édition, la tienne, donc qui naît, si je me souviens bien, comme tu me l'avais déjà expliqué, dans le but de mettre en contact ces trois cultures, de les faire aussi dialoguer. Guernica Editions, les éditions Guernica à Montréal, et donc publier des auteurs italiens, français, anglais, beaucoup de traductions, parce que ça a été ça, Guernica aussi, cette idée de la traduction qui met ensemble des solitudes, finalement, là, pour reprendre la célèbre notion de Hugh McLennan. Et donc, oui, alors une culture qui n'existe pas, mais comme tu le disais, il y a des anthologies, et non, pas seulement, donc, c'est la première, Raman Candles, mais toi-même et Fulvio Caccia, vous avez aussi créé publié des anthologies, quêtes, justement, et puis sous le signe du phénix aussi, Fulvio, ça. Alors, quête, est-ce que vous aviez l'idée, la volonté, finalement, de faire émerger ce phénomène? Là, tu l'as dit. Non, c'est très important. Donc, comme Filippo Salvatore était important pour mon introduction à l'idée de communauté, Fulvio est très important. Il va m'introduire à la culture francophone. Et comme je vous ai dit, je suis anglophone, donc je travaille dans le monde anglophone. Mais les gens me voient d'une façon bizarre chez les Anglais parce que c'est la première fois que cela se produit où je ne parle plus de two solitude. Pour moi, ce sont des gens de pouvoir. Et donc, ce qui est important chez le Québec, c'est que le Québec, oublions l'idée du nationalisme québécois, mais pour moi, le Québec était le Canada. Pour moi, c'était... Je ne voyais pas... Hein, et pour moi, c'est ça. C'était pas quelque chose de différent. Et c'est seulement lentement, avec les années, avec le Parti québécois, toutes les politiques, qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus séparatiste et tout. Mais dans ma tête de jeune homme, lorsque je parle avec Fulvio, nous parlons vraiment, on essaie d'introduire la notion d'italianité. Et nous, on commence à se poser la question. Mais il faut comprendre qu'aucun Italien ne veut participer. Quand nous avons fait l'anthologie Quête, c'était difficile. Personne a voulu participer. Il disait, je ne suis pas italien. Alors, ça a créé beaucoup de questionnements. Et alors, Fulvio Caccia, Bruno Ramirez, Lamberto Trassinari, Gianni Caccia et moi, nous avons créé une revue Vice Versa. Non, ça, c'est très important parce que nous allons introduire
la notion de transculture. Ça, c'est les années 80, donc c'est pas comme à la mode aujourd'hui. Et c'est là, pour la première fois, que moi, je dis, je suis contre la transculture. Ah, là, tout d'un coup, nous voilà dans le jus du problème. Personne ne veut participer à la culture italienne. Donc, il y a maintenant des frictions. Il y a Marco Micone, il va prendre des positions que lui va introduire, interculturelles. Hein. Et interculturel veut dire, comme multiculturel, nous avons droit d'être immigrants ou de fils d'immigrants jusqu'à un certain moment. Ensuite, il faut devenir québécois. Et moi, je suis contre cette idée. Et c'était ma critique de transculture, parce que pour moi, je ne comprenais pas l'idée de la culture. Et le trans, je peux comprendre. Cross-culture, ça existait dans nos études. Mais l'idée de transculture, pour moi, la culture, c'est quoi? Pour ces gens-là qui étaient nés en Italie ou en France, pour eux, la culture, c'était la culture nationale de l'Italie, la culture de la France, la culture de l'Angleterre. Et moi, je dis non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la culture faible, hein, la cultura debole. Et ça, pour moi, ça a été le point de départ pour critiquer toute cette gang-là. Même si j'ai continué à les publier, même si j'ai publié des gens qui se détestaient, mais je voulais qu'il y ait une communication, qu'il y ait un débat. Et ça, c'est très important. Donc, il y a chez les Italiens, j'utilise le mot italien-canadien d'une façon très large, des positions très opposées. Il y a des gens qui sont totalement anglophones, qui veulent devenir anglophones, qui ne pensent même pas à être italiens. Il y a d'autres Italiens qui se disent multicultural, qui vont faire le mélange sans vraiment analyser ce que cela veut dire. Il y a donc des francophones, il y a des Italiens, donc ils continuent à écrire seulement en italien, comme Filippo Salvatore. Il va devenir un écrivain italien du Canada, mais dans la langue italienne. Et moi, je suis le premier à dire, tout ça fait partie de ce que moi, je vais appeler plus tard la culture italique. Donc, la culture italique est une notion qui va au-delà des frontières, en dehors de l'Italie, où je dis, parce que en 1986, à Rome, il y avait une grande conférence sur un grand débat, tous les intellectuels étaient invités. Moi, j'étais à Rome, mais je ne suis pas allé, mais Gaston Miron m'a raconté ce soir-là, il m'a dit, ils viennent d'inventer la notion de francophonie. Francophonie, ça veut dire quoi ça? Moi, je ne comprenais pas. La lussophonie, la francophonie, et tout d'un coup, je me suis dit, ben nous, on ne peut même pas dire italophonie, puisqu'on ne parle même pas l'italien. On se dit italien-canadien, mais on parle en français, on écrit en français, on écrit en anglais. Donc, ça veut dire, donc, il faut trouver un point de commun. Alors, le point de commun, il fallait le découvrir. Et j'ai passé ma vie à essayer de définir cette question italique, voilà, en italique. Grazie, Alessandra. Et ça, cette notion va ne pas être aimée. D'ailleurs, la première édition en italique a été précédée par une préface de l'éditeur, une mise en garde. Fate attenzione, questo libro è pericoloso. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu un peu à cette question. Oui. Alors, comme vous voyez, de l'ignorance, je suis arrivé à un point où je pose la question, quel va être le point de rencontre? Hein? Chez les Juifs, ce qui s'est produit chez les Juifs, je m'identifie beaucoup à ce que les Juifs ont fait, c'est-à-dire beaucoup de langues, 100 pays, et tout d'un coup, c'est l'idée de la congrégation qui va, l'idée du Torah va devenir le point commun. Chez nous, les Italiens, c'est quoi ce point commun? Et c'est la question que je pose. S'il va y avoir une culture italienne mondiale, il faut découvrir, parce que nous parlons maintenant de 70 millions d'Italiens à l'étranger. C'est beaucoup, hein? Et donc, tout d'un coup, la culture italienne est décentralisée. Et moi, ça m'intéresse profondément. Et c'est ça la question que je me pose. Et dans mes écrits, je pose cette question-là. Quel va être le point commun
de cette culture à inventer. Alors, il y a cette effervescence et finalement, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a un phénomène qui se présente sur la scène canadienne. Bon, pour des raisons, c'était une sorte d'expérience avant qui a précédé d'autres phénomènes, hein, parce que le Canada, les grandes villes comme Montréal, c'était des lieux d'immigration par excellence. Là, si on regarde le pourcentage de non francophones ou anglophones de souche, bon, c'est extraordinaire. Donc, il y a aussi des raisons sociologiques pour cela. Mais ce qui est intéressant pour nous, je crois justement, que alors vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe et que il y a le besoin d'avoir de nouvelles institutions, bon, maisons d'édition, revues, anthologies, mais aussi qu'on a besoin d'avoir de nouveaux outils épistémologiques, je dirais, donc pour définir ce phénomène d'italien qui de souche, toi tu es né à Montréal, Filippo en Italie, Fulvio Caccia en Italie, mais ils sont immigrés très jeunes, donc scolarisés au Québec. Alors, on a le besoin de forger des nouveaux instruments donc épistémologiques pour définir ce que vous êtes donc, et ce que vous faites, si je peux. Et bon, chacun a sa propre position. Comme tu l'as bien rappelé, vice-versa, donc cette revue trilingue fondée à Montréal en 1981 a été un lieu où la réflexion a pu se produire et que, oui, et justement, c'est dont tu parlais tout à l'heure, cette idée de la transculture, donc d'une culture qui n'est pas monologique, qui n'est pas fixe, qui dialogue avec les autres, qui est perméable, si je peux. Mais, et toi, par la suite, comme tu l'as rappelé, tu t'es un peu détaché de cette idée très floue et tu t'es dit quand même, c'est un peu trop simple là, de ne pas avoir de catégorie, là, où tout est flou. En fait, je résume de manière un peu, peut-être un peu trop rapide. Et tu t'es dit, non, quand même, là, il y a un phénomène. Ces écrivains qui sont nés ou qui sont italiens, qui ont la culture italienne dans leur famille et qui écrivent dans des langues différentes, bon, il faut essayer de cerner ce phénomène parce qu'il n'y en a pas qu'au Canada. Il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne, il y en a, par exemple, en Australie. Argentine, Brésil, Londres. Voilà. Donc, c'est un phénomène, comme tu le rappelais, élargi, important. Et tu développes une conscience de ce phénomène et tu le définis comme, finalement, le phénomène des écrivains italiques. Là, c'est pour ça, voilà. Et alors, italique qui reprend le mot Italie, donc l'appartenance, mais qui est aussi un clin d'œil à ton métier d'éditeur, l'italique. C'est quelque chose qui te se détache, ce caractère qui est différent du reste, si je peux dire, hein, c'est l'italique, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, mais j'ai jamais pensé à ça. En italien, en italien, le livre a été traduit Discorsi corsivo, non mi ricordo. Oui, come si chiama? in corsivo, Ecco. in corsivo italico. Ecco. Voilà. In corsivo italico, oui. Oui, je comprends. Ça va, oui. Non, moi, il est important de savoir une autre chose. Nous parlons de quelque chose qui est atteint de mourir parce que Filippo est mort, Pier Giorgio est mort, nous vieillissons. Et là, la grande question est, est-ce que ce que nous avons vécu, est-ce une question de mouvement, hein, comme le surréalisme? Peut-être on va parler d'un jour, c'est un mouvement
italique, peut-être, peu importe ce qu'ils vont appeler, est-ce que ça va disparaître? Ou est-ce le début de quelque chose de nouveau? Un momento cerco un libro qui. Ho pubblicato in anglais Gambling with Failure, giocare con il fallimento. Perché per me l'idée c'est un pari, mais c'est aussi un grand pari de perte parce que si l'idée de la nation va continuer, donc c'est fini parce que tout ce que nous avons fait, soit ça va devenir anglophone, soit ça va devenir francophone, et tout ce que nous avons fait ne sera pas différent d'un piatto di spaghetti. Hein. Ils vont dire, c'est ça la culture italienne, c'est la pizza, c'est plus la nonna, hein, c'est des choses, la mode, la voiture, ou ça va devenir autre chose. Moi, mon pari, c'est que ça va devenir autre chose. Et nous allons voir ça avec les immigrants de maintenant. L'Amérique est un pays d'immigration et le Canada va disparaître s'il n'y a pas plus d'immigrants. Au Québec, ils ont mis un moratorium sur le nombre de gens qui peuvent entrer parce qu'ils ont peur que ça va changer le tout. Le Canada n'a pas peur de ça. Le Canada, mais ils ont des problèmes, le Canada, parce qu'ils ont des lois qui ne permettent pas de le changement. Tandis qu'aux États-Unis, où il n'y a pas dans la Constitution de langue. Donc, les États-Unis étaient germanophones avant, jusqu'en 21, et c'est devenu anglais quand Hitler est entré, et maintenant, ça devient espagnol. Donc, les États-Unis peuvent devenir un pays hispanophone, et la loi le permet. Au Canada, cela ne peut pas se produire. Donc, moi, c'est ça que j'ai peur, parce que est-ce qu'il y a encore des jeunes, nos enfants, est-ce que ils vont continuer notre travail. Il y a un livre américain. Moi, je travaille beaucoup avec les Italo-Américains. Un des grands auteurs, c'est Richard Gambino. Il a écrit un livre, Blood of My Blood, dans lequel il fait une analyse de 5 générations. Et il démontre aux États-Unis, où l'immigration a été arrêtée en 1923, The Enemy Alien Act, qui défendait les Irlandais catholiques et les Italiens de rentrer aux États-Unis. Alors, c'est incroyable. Donc, nous sommes de 1923 à aujourd'hui et on voit encore, on regarde un film comme Le Parrain. Oui, le genre, c'est la mafia, mais dans le film, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, des questionnements Scorsese et des questionnements dans les écrivains, il y a beaucoup de questionnements. Donc, moi, je suis très content de voir les Américains démontrer une volonté d'introduire quelque chose d'autre dans le melting pot. Hein? C'est ce mot affreux. Mais le melting pot est une pièce de théâtre. Hein? C'était une pièce de théâtre juive dans lequel, en 1921, je pense, a été écrit, où on disait aux Juifs allemands de devenir anglophones. Et il y a des philosophes juifs allemands aux États-Unis qui ont dit non. Et nous allons devenir transnational. En 1921, on parle de transnational. Et donc, là aussi, un autre thème intéressant, dans le cas de ces philosophes américains, très intéressant, parce que eux ils disent vraiment le transnational, c'est-à-dire casser toutes les frontières. Et ces livres ont été bannis aux États-Unis. Aujourd'hui, transnational est pour moi encore le même problème que transculture. National, c'est toujours l'idée de quelque chose de fort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le transfaiblesse. Parce que l'être humain doit, je ne crois pas au progrès, mais doit s'améliorer en quelque sorte. Et tout ce qui est l'avenir n'a rien à voir avec le passé. Je pense que moi j'espère, c'est ça le pari de Gambling with Failure, j'espère que nous allons aller ailleurs. Hein?
Mais il se peut qu'on nous aillions pas ailleurs. Et moi, j'écris sur ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est est-ce que le pari vaut la peine? Moi, je dis oui. Et c'est pour ça, dans mes films, j'en ai fait 15 films, je pense. Pas 5, j'en ai fait 15. Ah, 15. J'en connais 5. Moi aussi, j'en connais 5. Ben, j'ai fait beaucoup d'autres films en tant que des conversations où je pose cette question-là. Je pose cette question à des gens qui ne sont pas italiens. Et de voir qu'ils pensent aussi... Il y a quelque chose chez les êtres humains, à ce moment, chez les intellectuels, qui se posent la question, est-ce que tout ce que j'ai fait en 70 ans, est-ce que c'est pour quelque chose d'autre? Est-ce que moi, en tant qu'écrivain italo-germanique, est-ce que ça va devenir seulement allemand ou ça va devenir autre chose? C'est ça le pari. Est-ce que ça va devenir autre chose? Très important. Oui, mais je crois que finalement, là, évidemment, je n'ai pas la réponse parce que c'est un phénomène qui est in progress. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des réflexions qui sont au centre de la littérature dans le monde contemporain, finalement, parce que vraiment là, vous avez été un peu les précurseurs de tout un mouvement qui est fondamental en littérature et qui donc se base sur cette réflexion que tu as évoquée sur l'idée d'appartenance à une nation, aussi d'équivalence entre une nation et une langue, et c'est des enjeux qui sont fondamentaux. Alors, cela nous permet de passer à la deuxième question qui est fondamentale pour nous parce que nous sommes tous des littéraires ici. Donc la question des langues bon, ça a été évoqué, mais puisque à un moment donné tu as dû choisir une langue et commencer à écrire dans une langue. Quelle est ta langue maternelle? Est-ce que ça existe, l'idée d'une langue maternelle? Quel est le premier livre? Ça a été en français, je crois. Hein? Donc, voilà, des questions. J'ai écrit en français pour séduire une jeune femme. Mais je vais lire Babel. Pas Soleil, je dirais Babel. Hein? La poésie Babel, qui explique un peu tout ça. Nativo de Montréal. Élevé comme Québécois, forced to learn the tongue of power. Viví en México como alternativa. Figlio del sole e della campagna. Parle franc-parleur aimé, finding thousands like me suffering. Mi casei divorcié in tierra fria. Nipote de Guglionesi, parlant politique malgré moi, still in the school of old Aquinas, querendo luchar con mis amigos latinos. Dio, where shall I be demain? Trop vif. Que puede saber yo? Spero que la terra be mine. Donc, c'est un peu, ça, j'ai écrit ça en 80. Non, je l'ai écrit en 1980 au Mexique. Et moi, j'écris dans les 3 langues. Et j'écris mal dans les 3 langues. Je pense, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer parce qu'un des grands écrivains au Québec, Patrick Staram, qui était un Français, qui faisait partie du mouvement situationnisme avec Guy Debord. Et Patrick, pour moi, était un homme qui défendait l'idée de mal écrire. Hein? Même s'il écrivait d'une façon géniale, les gens disaient ça, puis ils disaient, mais c'est quoi ça? Et pourtant, tout c'est quoi ça? C'était magnifique. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, je pense que c'est Montaigne qui dit, même lui disait que lui-même écrivait mal, puis il dit que l'écrivain n'est pas un grammairien. Et je trouve ça très beau. Et l'idée d'écrire, c'est
J'ai traduit un livre. J'ai traduit un livre de Pasquale Verdi, Pasquale, c'est que j'ai rencontré en 84. Les âges qui bougent. Oui, moi je l'ai traduit en français. Parce que moi je traduis surtout en anglais, mais j'ai traduit Pasquale en français parce que je voulais démontrer, et dans la préface de ça, j'explique un peu l'idée de mal écrire. Alors, dans la préface, je dis que ce que nous faisons, nous, les Italiens, à l'étranger, parce que la critique de mal écrire et nos livres n'étant pas bons, c'est mondial. Hein? J'ai jamais rencontré un écrivain italien indépendant. Je ne parle pas des écrivains, parce qu'il y a des écrivains officiels dans les autres pays, dans le Canada, aux États-Unis, qui sont officiels, qui écrivent très bien, qui sont très connus, sont publiés avec des grandes maisons d'édition. Mais moi, je parle des écrivains outside, non, comme moi. Et il y en a beaucoup, hein. On est plusieurs, puis on a écrit beaucoup de livres, hein, des milliers de livres. Donc, c'est comme John Fante est un bon exemple. Je suis content que finalement, ça a été traduit en Italie, mais ça a pris du temps. Les Hollandais étaient les premiers à le faire connaître. Et là, John Fante, encore aujourd'hui, aux États-Unis, il est considéré comme un écrivain qui ne sait pas écrire. C'est incroyable. Et cette idée de mal écrire, et dans le fond, j'ai dû l'expliquer. Et dans la préface, pour le livre de Pasquale Verdi, je dis, contrairement à ce qui se produit dans les pays forts, et je considère le Québec fort, lorsque nous avons des écrivains comme Nicole Brassard, qui peuvent déconstruire la langue, se permettre aux États-Unis, Charles Bernstein, the language poetry. Language poetry. De détruire la langue, pour moi, cette décadence est un privilège. Tandis que nous sommes atteints d'inventer quelque chose de nouveau. Alors, peu importe, j'ai appris très tôt que peu importe quelle langue j'allais utiliser, j'allais toujours être moi. Donc, et ce moi, cette notion de langue à inventer est pour moi fondamentale. Donc, peu importe quelle langue nous allons utiliser, il va y avoir cette craque. Hein? Et moi, je pense, comme Leonard Cohen dit, hein, la lumière rentre par les fissures. Hein, je trouve. Là où l'édifice est craqué, c'est là que la lumière rentre. Et moi, je crois que c'est ça. Donc, j'ai écrit dans les 3 langues parce que la chose importante à comprendre, et c'est ça un des débats que j'ai eu contre Transculture, parce que vice-versa, on publiait 3-4 langues dans la même revue. Et moi, je dis, c'est pas bon parce que le monde des affaires ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que le livre français doit aller sur le marché français, le livre anglais va dans le marché anglais, le livre italien. C'est pour ça que nous avons ces numéros ici. Ces numéros identifient la langue du livre. Alors, je me suis dit, non, vaut mieux d'écrire un livre en anglais, on le traduit, on le réécrit, et pour moi, c'était ça qui est devenu Guernica. Guernica n'était plus seulement un livre de traduction, j'ai dit, on prend les livres, on les réécrit dans une autre langue, on les donne à un autre public. Et donc, nous avons pu voir et comparer les réactions. Et c'est là que ma vision, moi-même, de mon écriture a changé, parce que, à un moment donné, je suis devenu francophone, et j'ai arrêté un peu d'écrire en anglais. Et maintenant, je n'écris plus en français du tout depuis 2010 parce que je trouve qu'il n'y a pas d'avenir de la langue française pour la culture, ce que moi j'appelle la culture italique. Il n'y a aucun avenir parce que les 2 écrivains qui restent sont des Québécois. Leur écriture fait avancer la culture francophone du Québec et ne fait pas avancer l'idée de ce que j'appelle l'italique, que pour moi est devenue beaucoup plus importante. Et donc, à cause des Américains, je me suis remis à écrire en anglais. Et je n'écris surtout en anglais, mais je fais mes films en anglais. Il y a beaucoup d'autres langues dans mes films. Il y a des films avec 6 langues. Pour moi, c'est pas important la langue. Ce qui est important, c'est ce non-verbal. Moi, je pense que c'est ça que j'ai appris dans le cinéma. La culture italienne est une culture non-verbale.
c'est pas une culture linguistique. C'est pour ça on aimait le cinéma italien dans les années 60, 50, parce que c'était non-verbal. Peu importe, c'est pour ça que Fellini pouvait faire des films sans langue. Hein? Il pouvait mettre la langue après, parce que sans les gestes, il a dit, ben oui, ça c'est italien. Les petits gestes, il a dit, ben oui, on voit ça, on comprend ça. Et pour moi, c'est ça qu'il faut, il faut découvrir. Maintenant, le Grand Paris, ce sont vous. Ce sont les Italiens d'Italie à faire ce pas. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est de voir comment les Italiens vont se défaire du nationalisme italien pour avancer à autre chose. Pour moi, c'est l'avenir de l'Italie, c'est aussi l'Italien qui va embarquer dans le projet. Oui, c'est la réception italienne de tout ce que vous avez fait. En effet, ce n'est pas évident parce que on a encore une critique des italianisants qui est très, très fermée. Mais il y a des ouvertures. Et je pense qu'il faut passer par les ouvertures, là, par les failles. Grâce à te. N'est-ce pas? Oui, parce que sinon, on n'avance pas. Et donc, alors, j'enchaîne avec le troisième point. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Ben, Ben vous pouvez oui, me poser oui, des oui, questions. je Vous pouvez pense, me faire mais- questionner après. OK? Oui, c'était question de la langue qui est centrale. Et là, je vais te demander, alors il me semble que l'important pour toi, c'est de communiquer et que finalement, la langue change selon les moments. Là, tu trouves que maintenant, c'est plutôt l'anglais parce que tu l'as bien expliqué. Mais ton œuvre est faite de beaucoup d'autotraductions. Alors, on en arrive là. Alors, cette idée, tu t'es autotraduit vers l'anglais et vers le français, ce qui est assez rare. Fabio va me le confirmer, qui a travaillé sur ça. Et il y a surtout, d'habitude, les écrivains se traduisent vers une autre langue, mais pas vers les deux. Et puis, il y a cet italien qui est un peu la langue absente, donc, parce que tu la parles, tu écris, il y a des titres en italien, mais c'est une langue qui manque, on dirait. Il y a comme un vide. Et cette auto-traduction devient la recherche de communiquer dans toutes les langues que tu connais pour rejoindre ce public qui doit te lire. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée que j'ai de ton autotraduction comme un mouvement perpétuel, parce que finalement les textes, tu les écris en français, puis tu les traduis en anglais, puis tu les réécris, les rétraduis, c'est un certain mouvement qui ne se termine jamais. Parce que, bon, il y a cette recherche aussi, une recherche de changer, de communiquer toujours de la manière la meilleure. Et je trouve que c'est une recherche qui est vraiment très, très intéressante, ce que tu as fait. Merci. Je ne suis pas le seul. Hein, je veux dire, il y a Green en France qui a fait la même chose. Il y a Nancy Houston. Il y a le grand Samuel Beckett. Et donc, c'est intéressant que Samuel Beckett, Green, Nancy Houston ont choisi le français pour la même raison que moi j'ai choisi le français, parce que je crois que la langue française était plus ouverte à la différence. Et moi, je crois que c'était vrai jusqu'en 1990. Je crois qu'après 90, il y a fermeture chez la langue française. Et je suis très surpris de voir que la langue anglaise de l'Amérique a beaucoup ouvert. Moi aussi, j'étais très anti-américain, mais je ne le suis plus à ce moment. Oui, la politique, c'est autre chose. La politique, on l'a aussi en Italie. Pour moi, c'est mondial, cette vision. Mais de voir ce que les Américains ont pu faire de la langue, et
ils sont encore beaucoup à faire. Ils sont rendus à 32 millions Italiens. 5e génération, c'est énorme. Et c'est fort intéressant dans lequel il y a beaucoup d'écrivains qui avancent des idées super intelligentes, et très avancées. Et c'est dommage qu'il n'y a pas plus de connaissances en Italie. Je me suis donné comme but pour le restant de mes jours, j'espère de vivre un autre 5 ans, j'espère plus, mais maintenant, j'essaie de tout écrire en italien. Je veux tout traduire en italien. Je veux, dans la langue toscane, j'aimerais avoir une partie en dialecte de Campobasso. Voilà, pour le public, là, un peu. Alors, oui, ça a été traduit, mais là, j'ai publié un gros texte, c'est quoi l'écrivain italo-canadien dans Diaspora. C'est ce texte que je viens de publier en italien, je l'ai écrit en italien. Et là, je me mets à traduire tout ce que j'ai fait, parce que la question, encore je reviens à Philippe, parce qu'on se débattait, et moi je l'ai encouragé à aller vers l'italien. Je lui ai dit, ton travail n'a plus de sens au Canada. Va vers l'Italie et éventuellement un éditeur va prendre ton travail. Et il a fait ça, Et moi, je suis en train de me poser la question si moi aussi, j'ai pas envie d'aller vers l'italien, pas comme l'italien nationaliste, pas du tout ça, mais d'introduire des notions dans la culture italienne, parce que je ne suis qu'une génération. Je suis encore italien légalement, j'ai un passeport italien, mes 2 filles sont italiennes, et en quelque sorte, je pense que j'ai un devoir, j'ai un devoir d'être... c'est le même devoir que quand j'étais marié, ils m'ont arrêté parce que j'étais bigame. Ça, c'est une histoire extraordinaire parce que je ne savais pas que j'étais italien. N'oubliez pas, j'ai découvert l'italien plus tard. Et lorsque je suis allé en lune de miel en Italie, on m'a dit, mais signore, lei è bigamo. Qu'est-ce che è bigamo? Sono divorzato da 12 anni. Et il dit, non, vous êtes italien. Je dis, qu'est-ce italien? Je suis canadien. Guarda, risulta che lei ha un passaporto italiano. Vraiment, je ne savais pas que j'avais un passeport italien. C'est incroyable. Donc, j'ai appris que j'étais légalement italien, sans le savoir. Et cette même notion est vraie aussi pour l'écriture. Alors, je me suis dit, en quelque sorte, je dois quelque chose à cette langue, pas à la langue, à mes peuples, comme disait Pavese, pas l'Italie, mais les peuples italiens. Je leur dois quelque chose parce que, en quelque sorte, ce que je suis en train de faire est un pont ultime à ces gens-là, à moi-même. Et il doit y avoir quelqu'un qui pense comme moi en Italie. Parce que j'en ai trouvé dans le monde entier. J'essaie. Pour moi, c'est le plus grand souhait, c'est de trouver. Je suis tellement content d'avoir découvert votre professeur, Alexandra, parce que c'était pour moi la plus grande. Sergio et Alexandra, c'est pour moi la première porte à l'Italie. De pouvoir vous parler comme ça, c'est ma plus grande joie. C'est ma plus grande joie parce que je ne l'avais pas comme enfant. Et de le faire, c'est vrai, je te remercie parce que c'est ça que je voulais faire sans le savoir. C'est important de comprendre. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Je ne savais pas. Tout ce que je vous dis, je l'apprends littéralement. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Tous les jours, je me dis oui, non, pas ça, oui, non, ici, il faut faire attention, oui, ça, c'est bon. C'est vraiment comme un enfant, hein, j'apprends à parler. Hein, c'est vraiment ça. C'est bien. Alors, ce projet alors, de tout auto-traduire en italien, ce serait une bonne tâche à se proposer pour les 50 prochaines années, d'accord? 5, 6. 50. 50 alors, maintenant. oui.
Alors, Antonio, la dernière question que je voudrais aborder avec toi. Donc, on a parlé de cette étiquette italique qui définirait alors cette identité d'écrivains, artistes, cinéastes d'origine italienne qui écrivent dans des langues multiples. Est-ce qu'elle est encore valable, cette étiquette? Est-ce que tu l'utilises encore sans problème, ou bien tu sens que le phénomène, ben, tu l'as un peu dit, mais j'aimerais bien qu'on revienne, c'est parce qu'il y a des étudiants, donc sur le phénomène des étiquettes. Est-ce que les étiquettes changent aussi? Bon, je trouve que c'est un mot qui est bien trouvé. Non, moi, je ne fais qu'utiliser l'italique. J'utilise ça tout le temps maintenant. Je m'identifie comme italien nord-américain du Nord, parce qu'il y a des Italiens américains du Sud qui doivent eux-mêmes faire la démarche. Il faut comprendre que en Argentine et au Brésil, de sortir comme italien est nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. En France, encore aujourd'hui, on n'a pas le droit de le dire. Moi, c'est incroyable. Il y a 3 livres, je pense, sur la culture italienne en France. Et c'est incroyable. Il y a beaucoup de travail. En Angleterre, ça n'existe même pas. Non, ça n'existe même pas. C'est des cultures qui assimilent beaucoup. Mais c'est pas qui assimilent. C'est là la question, c'est il y a 3, 4, 5 beaucoup de raisons. Un, c'est parce que la personne ne veut pas. Comment dire, la première génération qui émigre, elle veut disparaître. Mon père, lorsqu'elle a émigré ici, il s'est toujours dit italien, il n'est jamais devenu canadien. Il a appelé sa blonde, son amie de l'Italie, il vient me rejoindre, elle est venue, on ne devait aller à Houdinais, mais ils ont décidé de venir à Montréal. C'est drôle, mais c'est comme ça. Et ils sont venus ici, ils ne sont jamais devenus Canadiens, mais eux voulaient devenir Canadiens, c'est-à-dire jamais ils ont pensé de retourner en Italie. Donc, la deuxième génération comme moi, la plupart du temps, va suivre le chemin des parents qui est de quitter, d'oublier la culture. Donc, si nous pensons que il y a eu 14 millions d'immigrants entre 1940 et 1968 en Amérique. C'est énorme, 14 millions. C'est-à-dire que l'Italie était vide. Et donc, nous sommes tous ces gens-là qui veulent disparaître. Et comme dit Richard Gambino, c'est la deuxième génération qui va. Donc, moi, je suis anormal. Hein. J'aurais dû être ma fille. Hein, parce que moi, j'aurais dû disparaître. J'aurais dû être comme Fulvio, Lamberto, disparaître dans la culture francophone, comme Marco Micone, comme Pier Giorgio, c'est le côté anglais. Disparaître, c'est-à-dire que on s'en fout. Len Gasperini, hein, ça c'est un grand écrivain aussi qui vient de mourir il y a un mois. Un grand écrivain totalement anglais, à cause de moi, il a découvert qu'il était italien, puis tout d'un coup, c'est ça. Donc, je suis anormal. Et j'ai appris ça en vieillissant, que j'étais anormal. C'est-à-dire que la génération, ce n'est pas une question d'âge, c'est la question de mouvement. Moi, j'aurais dû être de la génération après moi. Parce que ça, c'est plus normal. Ou, selon Richard Gambino, Riccardo Gambino, si on doit l'appeler en italien, c'est la troisième génération qui va ressortir. Alors, Scorsese, Coppola, on voit eux poser des grandes questions. Mais cette génération, c'est la génération de ma fille. Moi, je suis comme mon père pour beaucoup de gens. J'aurais dû être assimilé. Donc, pour répondre à la question, oui, je me sens de plus en plus italique et chaque fois que je parle avec des gens, je la pousse.
Mais les gens de ma génération ne l'acceptent pas. La plupart des gens veulent devenir soit Canadiens anglais, soit Québécois, soit... Non, les Américains sont différents parce que chez les Américains, il y a beaucoup plus de générations. Donc, nous, au Canada, c'est surtout après la guerre. Donc, on est seulement une génération détachée de l'Italie. Et donc, l'idée de l'assimilation est très forte. Oui. C'est très, très, très fort, ça. Et finalement, cette résistance, cette italique donc qui ressort du texte et qui se distancie, est peut-être la caractéristique de tout écrivain intellectuel qui essaye de ne pas se faire assimiler, justement, qui a une pensée divergente et qui propose une voie d'exister, donc une idée d'identité qui finalement combine l'idée de l'identité et de l'altérité, parce que c'est ce à quoi tu ne veux pas renoncer, c'est une altérité que tu... Oui, mais altérité politique aussi. Oui, oui. Bon, je vais répondre à la question finalement. Je ne voulais pas y aller, mais il faut y aller. L'altérité, moi, ça ne m'intéresse pas. OK? Je ne veux pas être différent, parce que être différent, pour être différent, ça fait partie de la déconstruction, la décadence d'une culture. Moi, je ne fais pas partie de ça. Je suis atteint de créer quelque chose d'autre. C'est du baroque, qui part de partout, c'est mosaïque à travers le monde. Ça ne peut exister que si tout le monde se met ensemble. Donc, une volonté, c'est comme l'idée de la francophonie. C'est une volonté. Il faut créer une journée francophonie. Ils ont créé. Il faut créer une journée lussophonie. Il faut faire ça pour que la chose continue. Sinon, c'est un pari de l'échec. Hein? C'est ça que mon livre, The Gambling with Failure. Mais moi, je dis, ça vaut la peine. C'est comme Pascal qui disait, c'est le catholicisme. J'ai 1% que Dieu existe, mais ça vaut la peine que je mette tout mon espoir sur ça. Hein? Et moi, c'est un peu ça. Je mets tout mon espoir sur cette idée d'italique parce que c'est pas une question d'altérité, c'est une question de voir le monde global, pas global, cosmopolitique. C'était moi inventé, c'est-à-dire que Ulrich Beck, un Allemand, il parlait de la différence entre global et cosmopolite. C'est vraiment l'idée d'être, comme disait Ulrich Beck, c'est donc cosmopolite. Et Ronald Reagan, incroyable, il dit ceci. L'ancien président des États-Unis qui est de la droite, extrême droite, mais un jour, il a vu des extraterrestres. Il a vu des ovnis. Ou UFO. Et il dit à United Nations, il dit, nos problèmes sont rien, parce que le vrai problème, c'est de dealer avec le reste de l'humanité, le reste des choses. Et donc, il faut arrêter de le chicaner parce qu'il faut commencer à discuter avec d'autres êtres humains. Et je pense que c'est ça qu'on doit penser ensemble. Et c'est plus diviser les petites terres. Et ça prend une volonté politique. Oui, mais disons qu'il y a beaucoup de projets, des propositions à notre époque où on propose donc le dialogue, etc. Mais c'est quelque chose où chacun perd son identité. C'est pas ton cas parce que toi, tu veux pas te fondre, tu veux dialoguer avec les autres, mais d'une position qui est quand même différente. Alors, si tu veux pas utiliser le mot altérité, on peut ne pas l'utiliser. Parce que altérité, c'est une position forte. Moi, je suis dans une position faible. Oui, mais... ma définition, c'est, par exemple, la chose la plus banale, épistémologiquement parlant, c'est quoi ma culture italienne? Non. Vraiment, honnêtement, mon prochain film, c'est sur cette question. Moi, je fais un prochain film, ça s'appelle Eva Raspa Attrice. Et c'est vraiment tout le questionnement. C'est quoi, moi? Et pourtant, je me bats pour cette faiblesse.
Ben, disons, il y a ces deux pôles, parce que le fait d'utiliser le mot italique, quand même, tu vois, ça donne une idée d'une identité quand même faible, forte, mais une identité. Alors, c'est vrai que c'est une identité qui se base sur un concept qui est en évolution, des langues différentes, ça oui, mais ce qui est intéressant à partir à l'intérieur de toutes les propositions philosophiques, sociologiques, chez toi, il me semble justement qu'il y a ce dialogue entre ces deux pôles, cette dialectique entre les deux pôles. Donc, partir d'une position de définition de soi, même, mais pas, c'est pas l'individu qui est italien, donc qui parle italien, non, au contraire, c'est une identité qui se cherche, mais qui quand même a des piliers, qui a des noyaux autour duquel, voilà, on pourrait parler de noyaux autour duquel ton identité, l'identité des écrivains italiques se développe. Et c'est justement parce que ce n'est pas une identité faible, et puisque c'est une identité qui se cherche à travers aussi l'autre traduction, à travers aussi la traduction en plusieurs langues, à travers toute la fondation d'une maison d'édition, à travers aussi la fondation de la revue Trilingue, vice-versa. Bon, hein, y a la tentative quand même d'élargir le dialogue, de trouver des points de contact. Justement, il me semble que si on devait penser à ton rôle, ce serait surtout celui de passeur. Passeur, voilà. Mais il y a des noyaux. Tu vois ce que je veux dire, altérité. Là, tu veux pas te fondre. Alors, je sais pas si le mot est juste. Alors, si parmi le public, il y a quelqu'un qui a des meilleures suggestions, merci. Mais il y a des noyaux forts qui se basent sur le dialogue, la recherche, l'enquête, voilà. Tout ce que tu veux, mais qui sont à la recherche donc d'élargir un dialogue au monde entier. Il me semble, moi je voudrais terminer sur cela, que justement le poème Babel que tu as lu tout à l'heure, c'est un peu le manifeste de cette poétique, politique aussi, l'idée de trouver un moyen pour que les individus, une langue, donc pour que les individus puissent se parler. Donc cette alternance entre l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien montre bien que c'est vraiment ton utopie, on peut dire, qui est fortement ancrée dans un imaginaire linguistique, plurilinguistique, comme d'ailleurs, là, je peux faire un peu de publicité, là, de ce petit livre qui a été publié il y a quelques années en italien, Poetica del plurilinguismo, voilà. Donc, l'utopie d'une Babel et qui malheureusement marche sur la page seulement parce que Babel, qui est un texte, voilà, un texte magnifique, mais fonctionne et on peut le lire parce que c'est un poème et c'est un poème donc de quelques vers. Alors, mais je pense que toute ton écriture et toute ton auto-traduction vise vers... Oui, alors là, tu vises à cette idée alors cette idée que tout le monde se parle. Donc, tu exploites toutes les langues que tu connais. Là, maintenant, ça va être l'italien aussi. Je suis très contente. Là, je voudrais être ta lectrice, sûrement, pour essayer de faire dialoguer les personnes. Et j'imagine aussi les différentes parties de ton moi, mais ça, peut-être. La chose, c'est que pour l'idée de la langue italienne, les Anglais ont les Américains. La France ont toutes les colonies qui écrivent en français. L'Italie n'a vraiment jamais pris au sérieux les gens qui écrivaient en italien à l'étranger. Et ça aurait pu changer la langue
de l'Italie. Hein, je pense c'est ça qui manque à l'Italie, cette communication entre les étrangers, 70 millions d'Italiens qui écrivent, qui parlent, qui critiquent le centre. Hein, les colonies de la France ont critiqué le centre français. Hein, l'Amérique a critiqué, Hemingway a critiqué l'écriture anglaise. Il ne pouvait plus écrire comme il écrivait les Anglais après Hemingway. James Joyce n'avait plus le choix, il devait changer. Sinon, il aurait été vieillot. Et c'est un peu ce que on doit faire, nous, les Italiens de l'étranger, c'est d'ouvrir le dialogue avec l'Italie. Il faudrait faire un colloque des Italics Writes Back. That's right. Brava. Voilà. Ben, on le fera avec Mirko peut-être. Là. Bien. Alors, domande, ci sono domande? Oui, non, là, ça va commencer. Peut-être que là, tu as mis dans le chat ce mot qui est le titre d'un essai, Atopia. Donc, je dirais que Babel et Atopie, finalement, ce sont les deux termes qui pourraient résumer ton œuvre d'intellectuel, d'écrivain, de cinéaste. Voilà, bien. Bien, là, alors, c'est maintenant le public que j'invite à intervenir, même si quelqu'un a... Anche in italiano. Sì, anche in italiano, se gli studenti vogliono intervenire. O in inglese. Anche se qualcuno può proporre qualcosa di meglio del mio Alterità. Ma non è una critica, non era una critica, per piacere. Différence. Sergio propose différence. No, comme mot-clé. Non, mais il n'est pas... non, ça fait partie de Derrida, différence. Derrida. Derrida écrivait avec un A, donc nous, on pourrait écrire ça. C'est pas, ça fait partie de la décadence. No, grazie mille, mi fa davvero piacere, mi ha fatto davvero piacere seguire questo intervento perché per tutta una serie di motivi, insomma, no? Perché appunto io ho iniziato con la letteratura italo-canadese e con appunto i testi di Antonio D'Alfonso. Volevo chiedere una cosa rispetto, penso legata, no? Anche a quello che abbiamo sentito oggi, rispetto proprio alla terminologia italo-canadese, Italian-Canadian, e un'eventuale riflessione sull'evoluzione, no? del termine, perché io ricordo, no? L'idea e quindi poi anche tutta la discussione rispetto al hyphen o lo slash, no? Quindi hyphenated identities, e da parte tua insomma la proposta dello slash per evitare, no? Questa non divisione, è mia, no? Era da Tamburi, Antonio Tamburi. Sì, è ripresa insomma, è sostenuta nei tuoi testi, no? E mi chiedevo insomma rispetto a questo come se c'è un'evoluzione, insomma, quale riflessione possiamo portare ulteriormente avanti. Hai ragione. Ho smesso di mettere sul testo che ho scritto in italiano, ho tolto il trattino, il slash, ho detto non metto più niente di questo, lo metto tutti e due insieme. Ma one word? No, interessante, quello era Scorsese lo fa. Hai ragione, bravo Mirko. No, per me... Two words. Sì, perché credo che Scorsese, quando lui lo fa, che è stato lui a farlo, il suo primo film sulla sua famiglia, la mamma e il papà, un'intervista con la mamma e il papà, e lo chiama Italian American insieme. And it's beautiful. Ma l'idea di quello viene del melting pot. In America a quel momento credo che Scorsese andava verso un tipo di ragionamento che lui ha cambiato. Credo che più tardi, quando fai il film sull'irlandese, sta scoprendo che ci sono due mondi diversi. No, io lo metto insieme, non insieme, cioè separata, ma insieme, perché eventualmente è come l'Italia, un giorno l'Italia dirà
diventerà altre cose fra poco. Una volta che l'idea di Europa in 50 anni diventerà più forte, sono italiano europeo, non italiano americano. In quel senso, not Italian American, but Italian of the world, italics, right? With an italic culture, right? E rispetto alla traduzione, no, che c'è in italiano, perché di solito si usa italo-canadese o afroamericano, e io, insomma, rispetto invece alla terminologia in inglese dove è Italian Canadian or African American, in modo tale che entrambi, no, i termini abbiano lo stesso peso, cioè che non ce ne sia uno troncato in sostanza. Non so, io ho sempre pensato, anche quando sento gli studenti, no, li seguo nelle tesi, io glielo cambio sempre quel italo qualcosa o afro qualcosa, perché secondo me dovrebbe essere, insomma, anche in italiano, no? Riportato quel discorso, cioè una specie di calco della riflessione che si è fatto su Italian Canadian, eccetera, eccetera. Mi chiede, anche se poi ci viene spontaneo, no? Dire italo, per esempio, americano o afroamericano o afro-canadese. Però mi chiedevo tu cosa ne pensavi di questo. Sì, era Anthony Tamburi. Devo menzionare Anthony Tamburi perché lui è stato l'idea di hyphenation, con il slash, e lui pure ha detto nel suo testo, sul testo hyphenate or not hyphenate, why should we cut off lui dice, perché castrare l'italiano? Italo è castrato, perché farlo? Non c'è motivo. Italiano, americano. Ha ragione, io credo che Anthony Tamburi ha ragione. Anch'io non utilizzo mai più italo-québécois, italien-québécois. Italien au Québec, anzi. Italien au Canada. C'est ça que je dis de plus en plus. Italien en Amérique du Nord, s'il faut. En Amérique, parce que l'Amérique est un continent, non pas deux. So, yeah, bravo Mirko, sì. 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 Tra l'altro penso che noi ragioniamo forse ancora in termini di prima generazione, seconda generazione, terza, forse arriverà una quarta, quinta, e già adesso insomma lo si vede, dove probabilmente sarà canadien o canadian. No, I don't think so. No? Non credo. Okay. Perché è quello che Richard Gambino dice, che salta, come io e mia sorella non siamo assimilati. I nostri bambini è da vedere. Allora, per fortuna, la mia figlia non è assimilata e neanche il figlio di mia sorella sono rimasti. I loro bambini, vediamo che succederà. Richard Gambino dice che la terza generazione risale, la quarta sparisce e la quinta riviene. Dunque salta. Ma c'è sempre la scelta, perché la cosa che dobbiamo non dimenticare è che l'esogamia cambia un po' il gioco. Il fatto di sposarmi con un'americana africana, per esempio, cambierà tutto il discorso. Giancarlo Esposito, per esempio, un americano italiano, ma black, American black, scusa la parola, ma questo cambia il discorso, ma il discorso della cultura non cambia. La cultura non è una cosa genetica, è una cosa, è una cosa che esiste, che adottiamo e che trasformiamo, o se no non esiste. Dobbiamo tutti scegliono. Posso diventare cattolica, posso diventare battista, ebreo, musulmano, è la mia scelta, e questa è la cosa importante che vedremo di più in più nel mondo. E quello che sarà interessante è di vedere chi sceglierà la cultura italiana. E questo è lo scopo. Io penso che è importante di incoraggiare non la lingua italiana, ma la cultura italiana. Perché quella cultura esiste anche se noi ne parlata in quella lingua. E tu adesso come ti definiresti? Italiano-americano. Del nord, no? Sì. Anche se non esisto. Perché in America, negli Stati Uniti,
la cultura italiana non fa parte della legge multiculturale. Il portoghese sì. Dunque adesso stanno criticando i portoghesi, gli multicultural stanno dicendo, ma perché i portoghesi sono considerati multiculturali? Perché in America multiculturale è una cosa di pelle. Strano. In Canada non facciamo neanche parte della cultura. Sì, perché c'è quel termine terribile, secondo me, di visible minorities. Bravo. Dunque l'italiano visibile dal colore. Sì, abbiamo saltato, hanno saltato sopra di noi e quella è la cosa più difficile per me, per criticare, perché stiamo criticando qualcosa che è molto delicato. Visible minority cambia tutto. Dunque non abbiamo mai avuto i diritti di essere e ce l'hanno totalmente adesso. Non posso la parola alterità, c'est pas la parole juste, parce que alterità c'est plutôt visible minority. We are not that. We're white. You know, it's a very delicate thing. Allora, come fare? Perciò io dico italics. Dicendo questo, what do you mean? Now I explain. Non siete neanche prime nazioni, poi. No. Perché è una cosa che si definisce ogni giorno, perché se un italiano che parte dall'Italia arriva in New York, la prima domanda, where are you from? Sì, lo sappiamo che sei italiano, ma da dove vieni? Ah, sei udinese. Ah, sono di Trieste, sono di Torino. E la prima domanda, non ti chiedono se sei italiano, se ne fregano, sono tutti italiani. Where do you come from? And what's your culture? Ah, yeah, you're German. Huh? You're Slavic. Tutto un colpo, la questione di essere italiano diventa molto più complicato. Se sì, d'origine francese, di origine slovacca, e non è più, o albanese, non è più soltanto un grande scrittore di Nick Tosche. Lui è molisano, albanese. Dunque lui si dice albanese americano, perché è d'origine albanese di Molise, 500 anni dopo. Dunque, in America ti spingono di andare più al fondo, non per motivo di nazionalismo, ma di motivo di sapere te stesso. Essere ebreo non è più sufficiente, ma tu sei ebreo di Marocco o di Germania? Cambia tutto il discorso, la tua scrittura, il tuo modo di vedere cambia. E questo mi piace, perciò dicendo Italian from America è un pugno, I'm Italic, what do you mean? È una domanda, dunque posso rispondere. E questo è bello, del poter rispondere chi sono. Perché in sessualità esiste. Adesso non può più dire sono un uomo, una donna, sono fluido. Non vuoi rispondere alla domanda, puoi non rispondere. Dunque, nella mia sessualità posso essere più critico e non la mia identità. No, non vedo perché non posso essere critico della mia identità. È una cosa che ho diritto di dire. Non sono quello che pensavo di essere. È proprio quello. È la mia, se posso risumere quello che sono. Sono nato qui e ho scoperto che non ero quello che mi hanno detto che ero. E probabilmente una fluidità, forse allora anche nella definizione, tra virgolette, etnica, no? Nel senso hai ragione. Che lì non può essere sempre la stessa fissa. Bravo. Non vedo l'ora di leggerti, Mirko. Voglio leggerti. Devi scrivere. Pubblicare, non scrivere, pubblicare. I will. Sì. Dovete pubblicare un testo al giorno, fate qualcosa. Magari. Un testo al giorno, Alessandra, che dici? No, ma un piccolo testo, anche un piccolo testo. Dopo 365 giorni, sono 365 pagine. Sono anche un blog, è importantissimo di
di No, dare, questo sì. di dare speranza in questo mondo che dicono che non è, che è vuoto di speranza, che non è vero. Io sono molto ottimista, proprio. Io credo che il futuro è molto più bello del passato. Credo. No, perché Certo. siamo in progresso, saremo meglio noi stessi. Questa nota di ottimismo di Antonio, che possiamo pensare di chiudere allora la conversazione, che è andata un po' oltre anche il previsto. Antonio è sempre molto generoso. Grazie a voi. Bene. Speriamo che Bene, avete allora, imparato qualcosa. anche ho imparato qualcosa. Saluto allora Antonio, ringrazio Mirko, grazie, Ciao, grazie ciao. a È stato un tutti. piacere. Ciao Ilenia, Ilenia. ciao. Allora, alla Grazie. prossima. Ciao Grazie. Fabio. Ciao Fabio. Grazie a Elena. tutti, ciao. Ciao, Ciao Ciao, Antonio. Ciao Ale, ciao Sara. Mirko. Grazie. Grazie, Ciao, arrivederci, molto bello. grazie. Grazie mille. Grazie mille. Arrivederci.